Donc Guillaume Flamand, donc salarié de l'association Solaire en Or, et je suis accompagné de collègues. Stéphanie Héroux, chargée de mission à l'association Solaire. Voilà, on va vous présenter le webinaire Dimensionnement et sobriété de l'énergie solaire. En fait, on a un cycle de 3 webinaires. Celui-là, c'est le 3e du cycle. On va vous les présenter juste après. Excusez-moi. Hop. Donc, l'association Solaire en Or, c'est une association qui existe depuis 2005. On a 20 ans cette année. On est une association de promotion de l'énergie solaire en région Hauts-de-France. Un centre de ressources, d'information, de veille, de plaidoyer aussi, pour essayer de toujours faire avancer la filière dans le bon sens. On intervient autant à l'échelle individuelle que collective sur du conseil aux habitants, conseil aux porteurs de projets, et également l'accompagnement de projets collectifs citoyens ou de démarches groupées, type achat groupé de kits solaires ou de solarisation de quartier. Et on travaille en coopération avec beaucoup d'acteurs. On a notamment mis en place une charte des bonnes pratiques à l'intention des poseurs. Vous pouvez retrouver ça sur notre site internet. Donc, comme je le disais, il y a un cycle de 3 webinaires. Un premier généraliste sur les applications de l'énergie solaire, autant solaire thermique, passif, low-tech et photovoltaïque. Un second plus opérationnel sur les étapes clés pour réussir son projet solaire, sur aussi des aspects administratifs, économiques. Et celui-ci sur le dimensionnement, où une approche beaucoup plus sur la sobriété, les usages électriques dans le logement, mais pas que, aussi chauffage et eau chaude. Voilà, et c'est des webinaires qu'on fait régulièrement avec des replays accessibles entre chaque session. Donc aujourd'hui, on va effectivement faire un rappel sur les enjeux de la sobriété, la définition, un rappel sur les notions de base d'énergie en introduction, et après on va aborder la question de la sobriété autant sur les aspects de mobilité, de chauffage, d'eau chaude, de cuisson ou des usages dits spécifiques. Et on va après illustrer ça sur des profils concrets de consommation, de ménage. Comment on va essayer d'optimiser l'autoconsommation et bien dimensionner son projet, et aussi avoir des approches en termes économiques ou stockage virtuel ou physique, ou d'autres manières de valoriser l'électricité. En tout cas, n'hésitez pas tout au long de la présentation à poser des questions dans le chat, ou via l'onglet questions. Vu qu'on n'est pas très nombreux, vous pouvez le faire directement dans le chat. Donc, rappel sur la définition des enjeux de la sobriété. Donc effectivement, c'est une démarche qui vise à réduire ses consommations d'énergie, à agir sur un changement de comportement, de mode de vie ou d'organisation collective, parce que ça ne concerne pas que l'échelle individuelle. Et effectivement, on peut arbitrer soit individuellement ou collectivement sur qu'est-ce qui peut faire l'objet d'incitation, d'obligation, de dissuasion ou d'interdiction. Ça, c'est plutôt l'approche collective. Mais individuellement, on peut juger de ce qu'on le considère comme étant vital, essentiel, et ce dont on est capable de se passer. Donc voilà, par exemple, un moindre usage de la voiture et prendre plutôt le vélo, la marche à pied, ou dans les choix alimentaires, la taille de son logement, etc., ou le nombre d'équipes. Donc la sobriété, ça participe d'une démarche globale. C'est Negawatt qui a fait la pédagogie sur cette approche, une association qui fait des scénarios énergétiques. Vous avez sur la partie droite un schéma que peut-être vous avez déjà vu. La tendance, c'est à une ébriété, sans cesse une augmentation de la consommation d'énergie. Si on agit sur les leviers de sobriété et d'efficacité, on peut réduire de 50 à 80% ses besoins. Et il est dès lors plus facile de recourir aux renouvelables pour couvrir le reste de ses besoins en énergie. Et le scénario de Negawatt à l'horizon 2050 agit sur tous les secteurs de l'énergie, des consommations d'énergie, que ce soit l'agriculture, l'industrie, le transport, le bâtiment. Et comme vous le voyez en bleu-violet, le bâtiment, c'est le secteur qui consomme le plus d'énergie. Et donc, c'est en premier lieu celui qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, la première étape, c'est quand même se poser la question de quelles sont ses attentes quand on s'intéresse à l'énergie solaire. Est-ce que le but, c'est de réduire le coût de ma facture? Est-ce que c'est gagner de l'argent? Est-ce que c'est ne pas en perdre ou réduire ses consommations d'électricité?
produire sa propre énergie, être autonome. Voilà, c'est autant d'aspirations complémentaires, peut-être parfois contradictoires, mais légitimes à se poser. Et en fait, le solaire, c'est parfois la réponse ou une des réponses, c'est jamais la seule. Vous avez quelques illustrations ici, avec l'idée effectivement que sur l'aspect économie d'énergie, le solaire n'est pas là pour vous permettre des économies d'énergie. Au mieux, ça vous permet de réduire votre facture d'électricité payée aux fournisseurs, mais ça ne correspond pas à une baisse de vos besoins en énergie. Donc ça, c'est important en préambule de le rappeler. Les notions de base de l'énergie, le kilowattheure, c'est effectivement l'unité d'énergie qui est la plus reprise internationalement. Donc, comment l'imager? Un grille-pain ou un four micro-ondes de 1000 watts, c'est sa puissance, soit 1 kilowatt. Si on l'utilise pendant 1 heure, ça va consommer 1000 watts-heure, soit 1 kilowattheure. Donc, l'approche est assez simple. Et donc, pour le photovoltaïque, on parle par contre de watt-crête. C'est pareil, c'est une puissance instantanée. Et on sait en Hauts-de-France que 1 kilowatt crête installé, à peu près 2 panneaux solaires de 500 watts crête, eh bien, ça va produire environ 1000 kWh par an. Voilà, vous pouvez imaginer qu'effectivement, ce que vous permet de faire 1000 kWh avec, en termes de consommation, en termes d'usage. Voilà, ça c'est une illustration, effectivement. 1 kWh, c'est 1 heure d'aspirateur, c'est 3 heures de fer à repasser, c'est 1 heure de cycle des appareils courants, même maintenant de moins en moins, enfin ils sont de plus en plus économes, donc même un peu moins d'un kilowattheure pour lave-vaisselle, lessive, etc. Ou les ampoules, maintenant effectivement on est plutôt sur des ampoules LED où avec 7 watts on a 142 heures d'éclairage, donc voilà, 1 kilowattheure ça quand même permet d'apporter énormément de services courants. Une autre notion, l'énergie primaire, énergie finale. Alors c'est moins répandu, mais pour autant dans l'étiquette des logements DPE, quand on classe des répartitions d'énergie sur son logement, on parle d'énergie primaire. Et l'énergie primaire, en fait, c'est l'énergie à l'origine qui est on va dire dans la nature. Donc plus exactement, c'est avant sa transformation pour les combustibles fossiles, gaz dans des centrales électriques, par exemple, ou l'uranium. Eh bien, pour 2,3 kWh d'énergie primaire, il y a 1 kWh d'énergie finale. Et donc, il y a 2 tiers quasiment de pertes, enfin 2 fois et demi plus de pertes en chaleur, c'est la vapeur, parce qu'effectivement, le principe des centrales, c'est de faire tourner une turbine pour produire de l'électricité. Et donc c'est pour ça que l'énergie primaire dans les logements, effectivement, en électrique, sont toujours plus mal classées sur les étiquettes de DPE. Donc quand on parle de consommation d'énergie, donc je l'ai déjà dit tout à l'heure, le résidentiel et le transport ici, c'est une source plus actualisée, c'est les 2 secteurs principaux de consommation d'énergie en France, et c'est les 2 sur lesquels on va se pencher. Quand on regarde vraiment dans le logement, on a 66% le camembert de gauche, 66% c'est le chauffage, c'est quand même le premier besoin. Ensuite, c'est l'électricité spécifique, l'eau chaude et la cuisson. Et pendant longtemps, l'eau chaude sanitaire, c'était le second besoin après le chauffage. Mais ces dernières années, ça a été multiplié par 2 sur ces 30 dernières années, les besoins en électricité dits spécifiques. Donc c'est tous les usages hors eau chaude, chauffage dans le logement. Et ils sont répartis en illustration sur la droite, avec sèche-linge, vaisselle, informatique, éclairage, électrodomestique. Et on va justement se pencher sur tous ces aspects-là. Alors, sur le volet mobilité et sobriété. Donc ici, c'est peut-être pas très lisible sur votre écran. En fait, c'est un inventaire de l'ensemble des appareils qui ont recours à l'électricité, qui ont été relevés dans une campagne de mesure par un bureau d'études, dans le cadre d'une mission avec l'ADEME, chez les habitants, en France. Et ils sont classés par consommation, enfin l'appareil le plus consommateur, ou l'équipement le plus consommateur. Et donc, vous avez ici la voiture électrique. C'est le premier équipement qui consomme le plus dans le logement. Alors, on est d'accord que c'est pas lié au logement, mais de fait, on tire l'électricité lors de la recharge dans son logement, donc ça apparaît comme tel.
En second lieu, c'est piscine, les chauffe-eau, les chambres froides, le chauffe-eau thermodynamique. Vous voyez bien les 4-5 premiers équipements. Ce sont les plus gros consommateurs, et donc la voiture électrique va de plus en plus rentrer dans le compte du poste électricité des logements, et c'est de très loin le plus haut poste de consommation. Alors, un petit sondage. Vous pouvez vous amuser effectivement à répondre, on va vous le partager. Donc, quelle est la sobriété de la voiture? Donc, la réponse A, c'est ne pas se déplacer. La réponse B, c'est le vélo, la marche à pied. C'est prendre les transports en commun. Donc, effectivement, sur la sobriété de la voiture, c'est dans un premier lieu, c'est voir si on peut pas éviter certains déplacements. Hein. Ça, c'est une des premières questions à se poser. Et évidemment, le vélo, la marche à pied, je l'ai déjà dit tout à l'heure, sont des actions de sobriété autant que d'efficacité. Et prendre les transports en commun, c'est plutôt une efficacité d'usage. Après, à votre avis, combien on peut parcourir de kilomètres en vélo électrique avec 1 kWh? Donc, réponse A, 80 à 100 km à vélo. B, 10 à 20 km à vélo. Et 5 à 7 à vélo. Il faut savoir que cette réponse était déjà là dans les premières diapos. Voilà, donc effectivement, on peut parcourir énormément de kilomètres avec un vélo, hein, jusqu'à plus de 100 maintenant. Même les vélos les plus performants, on peut faire 150, voire le double, 200 km avec une recharge de batterie de son vélo électrique. Donc c'est vraiment très performant, et c'est lié au fait qu'on transporte très peu de matière. Là où une voiture, eh bien, c'est plusieurs tonnes, et notamment la batterie en elle-même pèse énormément. Et donc voilà, pour comparaison, vous avez un pick-up ici, ça équivaut à 2 citadines, à 16 mini-voitures citadines ou 250 vélos électriques. Donc la question de dimensionnement, du choix de l'équipement pour se déplacer, et de la taille de la batterie, effectivement, ce sont des questions autant individuelles que collectives pour lesquelles il faut se poser. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, le poste électromobilité sera de très loin le plus gros poste qui va apparaître dans les consommations d'électricité dans le logement. Le choix de la taille et donc le poids de son véhicule est primordial, et que effectivement, privilégier aussi le vélo électrique et la localisation d'un logement proche des transports en commun, notamment, c'est une occasion de limiter son recours à l'usage de la voiture. Donc, vous avez effectivement ce qui est estimé à 2000 € d'économie annuelle sur un trajet de 10 km aller-retour par rapport à un trajet en voiture. Donc, c'est quand même considérable le fait d'avoir recours à l'usage du vélo. Le second poste, le chauffage, et je vais passer la parole à Stéphanie. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez un problème de son. Et bien, on va commencer directement avec un petit sondage. Donc, première question, quelle est la sobriété du climatiseur? Réponse A, une isolation performante. B, planter un arbre végétalisé. Ou C, installer ou utiliser des volets. Eh bien, planter des arbres végétalisés. Donc, effectivement, planter un arbre végétalisé, c'est une action évidemment de sobriété, parce qu'on va pouvoir ombrager le logement. Et ensuite, installer des volets aussi. Ça va nécessiter d'utiliser du matériel, et voire même de mettre des volets électriques éventuellement. Mais c'est aussi une action qui permet de vraiment limiter les apports solaires au moment où on n'en veut pas dans le logement. Ensuite, on va passer à la question suivante. Quelle est la sobriété du chauffage? Réponse A, porter un pull. Réponse B, rendre son logement performant en l'isolant. Réponse C, régler la température du chauffage à 19 degrés. Ou réponse D, limiter la surface du volume chauffé. Alors, porter un pull, évidemment,
solution la plus simple, on va dire, voilà, qui permet en tout cas de compenser peut-être les défauts du logement. Rendre son logement plus performant, isolant, ça c'est vraiment une action d'efficacité au niveau du bâti. Régler la température du chauffage à 19 degrés, c'est aussi une action de sobriété. Et limiter la surface du volume chauffé, là c'est encore plus cohérent puisque on va vraiment adapter la taille du logement aux besoins et au nombre d'habitants. Alors, donc ça, c'est des infos qu'on voit un peu dans notre premier webinaire, mais une petite piqûre de rappel, c'est cohérent vu la thématique. Donc, pour limiter les consommations du logement, favoriser les apports solaires et orienter les pièces comme il faut, c'est déjà une des premières choses à faire. Donc, orienter les pièces de vie au soleil. Profiter de l'environnement du bâtiment. Dans un bâtiment, s'il est bien isolé, on va avoir une température de confort qui va être plus facile à atteindre que si on a un logement pas bien isolé. Si on a un logement pas bien isolé, on va devoir compenser le fait d'avoir des parois froides en augmentant la température du chauffage. Et puis bon, les courants d'air, le taux d'humidité, tout ça, ça va jouer aussi sur votre confort. Alors, les vitrages, en fait, ils permettent de capter l'énergie solaire et de chauffer le logement gratuitement. Il faut retenir, en fait, c'est que 1 mètre carré de vitrage, c'est 252 Wh d'énergie de chauffage qui rentre dans la maison. Voilà, donc ça, c'est à peu près l'équivalent d'un demi-panneau photovoltaïque. En puissance, un demi-panneau photovoltaïque ne va même pas produire ça en puissance instantanée. Donc voilà, c'est vraiment très très efficace d'utiliser les vitrages pour se chauffer, quoi. Et alors, on peut se poser la question, comment on va satisfaire ces besoins avec l'énergie solaire photovoltaïque, puisque bon, il y a l'énergie solaire thermique grâce aux apports solaires des vitrages, et puis ensuite il y a le photovoltaïque, où là on pourrait utiliser l'électricité produite par les panneaux solaires pour faire fonctionner un chauffage électrique. Donc là, on a fait une petite étude un peu rapide sur un logement qui a une consommation d'énergie de 15 000 kWh annuels. Ce qu'on a calculé, c'est que il faut à peu près prévoir l'équivalent d'un tiers de la production solaire pour produire la quantité de chauffage, puisque le solaire, il va produire les 2 tiers de sa production sur les 6 plus beaux mois de l'année, et donc sur les 6 autres mois qui sont en plein hiver, il va falloir à peu près produire un tiers. Il va falloir qu'un tiers de la production suffise à produire la quantité d'énergie pour satisfaire le chauffage. Sachant que là, on ne prend que le chauffage, on ne prend pas en compte le fait qu'il y a de la consommation la nuit, il n'y a pas de stockage sur batterie, etc. Et donc, pour satisfaire ces 15 000 kWh, on estime à 45 000 kWh la production annuelle photovoltaïque nécessaire, ce qui équivaut à 45 kW de puissance, ce qui équivaut à peu près à 200 mètres carrés de panneaux solaires. Donc, en fait, c'est totalement impossible, c'est totalement incohérent, en fait. Et puis, avec l'équivalent de 200 mètres carrés de panneaux solaires, c'est 55 000 € en coût. Et donc, avec 55 000 €, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait mettre un système de chauffage performant, installer une ventilation, isoler les murs, installer un chauffe-eau solaire et même installer une installation photovoltaïque plus petite de 3 kW crête. Et là, on aurait un bâtiment qui serait classé A, qui serait très performant. Et donc, pour une même somme, on a vraiment tout intérêt à plutôt mettre cet argent dans la rénovation du logement et des équipements plus performants avant de se poser la question de le chauffer au solaire. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on doit toujours se poser la question de réduire avant de produire, parce que voilà, les énergies renouvelables ne peuvent pas répondre à des besoins d'énergie trop importants. Avoir une taille de maison adaptée et aux besoins. Capter, diffuser, conserver, stocker l'énergie à l'aide du bâti. On peut se chauffer grâce au vitrage et l'énergie photovoltaïque ne peut pas répondre aux besoins de chaleur en hiver. Ensuite, on va parler de la production d'eau chaude et de l'énergie solaire. Donc, on va commencer par un petit sondage. Quelle est la sobriété de la piscine? Réponse A, la piscine municipale.
Réponse B, la mer, la rivière ou le lac, ou autre plan d'eau naturel. Réponse C, le bain. Alors, la piscine municipale, bon, c'est plus efficace, c'est sûr, d'avoir un équipement partagé que d'avoir sa propre piscine individuelle. Et puis, bon, on y va en vélo, bien sûr. B, bon, bah, ça, c'est évidemment, c'est beaucoup plus sobre d'aller se baigner dans un plan d'eau naturel. Et le bain, bon, c'est mieux qu'une piscine. Mais malgré tout, on va quand même vous poser la question, quelle est la sobriété du bain? Alors, la douche rapide, évidemment, beaucoup mieux que le bain. On économise pas mal de dizaines de litres d'eau. La douche froide, bon, c'est le plus efficace, puisque là, on va alors, douche froide et courte, hein, forcément, on ne va pas plonger la douche froide. Ne plus se salir, difficile à atteindre, mais voilà. Et régler la température à 55 degrés, ben ça, c'est d'efficacité et c'est vraiment pas difficile à mettre en place. Et alors, au niveau de l'eau chaude sanitaire, au niveau de la sobriété, donc il y a pas mal de choses possibles à faire. On vous a mis cette petite infographie de l'ADEME qui est très bien faite. Et donc, les principales choses à retenir, bon, bah, c'est qu'on va essayer en fait de réduire à la fois les quantités d'eau et l'énergie qui est nécessaire pour la chauffer. Donc, pour réduire la quantité d'énergie nécessaire pour la chauffer, on peut surisoler son cumulus. On peut aussi donc régler la température à 55 degrés. Comme je vous l'ai dit, c'est entre 50 et 55 degrés, surtout pas moins de 50 degrés. On peut utiliser ensuite, pour limiter les quantités, des systèmes de mousseurs ou de réducteurs de débit. Et on va surtout aussi adapter le volume aux besoins des habitants. Donc là, vous avez à droite l'exemple d'un type de chauffe-eau où on a 2 cuves, ce qui permet, en fait, quand on a plus de monde à la maison, d'utiliser la deuxième cuve pour avoir plus d'eau chaude. Et voilà, ça permet d'avoir au quotidien une quantité d'eau plus petite. On estime à peu près entre 30 et 50 litres d'eau chaude par personne par jour, la quantité d'eau à prévoir. Ensuite, alors, pour produire l'eau chaude, donc on a 2 solutions en fait. Hein. On a, la solution la plus simple et la plus logique, ce serait d'utiliser un chauffe-eau solaire. Donc le chauffe-eau solaire, on en parle dans notre premier webinaire aussi, c'est un système qui permet de couvrir 60% des besoins en eau chaude à peu près, jusqu'à 30% des besoins en chauffage dans un logement isolé. Et donc le principe, c'est qu'on va utiliser directement le rayonnement du soleil pour chauffer ou préchauffer de l'eau dans un ballon. Donc on va préchauffer en hiver et en été, on va réussir à chauffer la totalité de l'eau chaude, même à la mi-saison. Et donc là, vous avez un comparatif de rentabilité donc entre le thermique et le photovoltaïque, puisqu'on peut aussi se dire qu'on va utiliser le photovoltaïque pour alimenter un cumulus électrique. Alors, ce qu'on voit, c'est que si on veut utiliser du photovoltaïque pour alimenter un cumulus électrique, c'est surtout efficace si on a un très bon taux d'autoconsommation. Donc là, on a un cas avec une autoconsommation de 95% qui est tiré d'une situation réelle. Où en fait le système, c'est d'utiliser un routeur dont on parlera tout à l'heure, qui permet en fait de flécher la production dans le ballon. Et le chauffe-eau solaire individuel, bon bah voilà, c'est sûr que on fait des économies comparées à de l'électricité 100% électrique, hein, une installation 100% électrique quand on regarde ce que ça coûte, par exemple pour même quelqu'un qui n'a pas de prime. Sur 20 ans, même la quantité d'électricité va coûter 32 000, sur 30 ans, 32 000 euros d'électricité si on est tout électrique, alors que si on est en 50% solaire avec du chauffe-eau solaire thermique, en comptant tout l'entretien, l'investissement, etc., on va quand même gagner 4 000 euros sur les 30 ans, donc ce qui veut dire qu'on a fait une économie globale quand même de 36 000 euros. Voilà, donc ce qu'il faut retenir du coup de tout ça, c'est que l'énergie solaire dans le Nord, c'est pertinent, c'est performant, ça marche. On peut satisfaire nos besoins en eau chaude et chauffage avec du solaire, ou en tout cas une bonne partie. On peut produire son eau chaude avec le soleil, que ce soit thermique ou photovoltaïque. C'est des filières qui sont en évolution, en sans cesse évolution. Et le low-tech
Et une solution voilà, fait partie des solutions puisqu'on peut fabriquer soi-même des équipements où voilà, isoler son ballon, par exemple, c'est pas très compliqué, ça peut se faire avec de la récup. Et ensuite, alors on va aborder la question de la cuisine. Autre usage de l'électricité, assez consommateur. On va commencer avec un petit sondage. Quelle est la sobriété du congélateur? Réponse A, un congélateur de petite taille. Réponse B, remplacer un vieil appareil par un plus récent. Ou réponse C, manger des produits frais. Alors, le congélateur de petite taille, si on ne peut pas se passer du congélateur, c'est la solution de sobriété. Hein. Remplacer son appareil par un plus récent, ça c'est intéressant parce qu'on a des appareils plus isolés, mais là on est plutôt sur une action d'efficacité du matériel. Et manger des produits frais, ben, c'est forcément ce qui est le plus efficace puisque ça permet de se passer du congélateur. En tout cas, on peut essayer déjà au maximum sur l'année d'essayer d'éteindre son congélateur si on n'en a pas besoin toute l'année. Et ensuite, question suivante, quelle est la sobriété de la plaque de cuisson? Manger des repas froids, couvrir sa casserole ou utiliser des équipements low-tech. Alors, manger des repas froids, oui, ça c'est vraiment de la sobriété. On évite de réchauffer inutilement des plats. Couvrir sa casserole, ça c'est une action d'efficacité. Donc, voilà, on réduit quand même, on peut diviser par 10 la quantité d'énergie quand même avec ça. Utiliser des équipements low-tech, ça c'est aussi, alors ça c'est une action de sobriété qui permet du coup de bénéficier quand même de repas chauds, mais en utilisant des solutions qui sont très efficaces. Alors, donc, en cuisine, on a quand même de plus en plus d'équipements qui consomment beaucoup. Les équipements se sont multipliés au fil des années. Avant, on était beaucoup plus sur des objets manuels où on vivait avec moins d'équipements. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une machine pour le café, une machine, il existe même des machines pour cuire les tartes. Voilà, il existe des tas d'appareils. Et donc, ça vaut le coup de se réinterroger un peu sur les appareils qu'on a, l'utilisation qu'on en a. Et puis voilà, est-ce que c'est vraiment un besoin pour nous, quoi. Dans la cuisine aussi, vous pouvez mettre en place des petits gestes, voilà, des petits ce qu'on appelle des éco-gestes. Donc ça, c'est des exemples d'éco-gestes tout bêtes au niveau du frigo ou au niveau de la cuisine. Voilà, donc pas laisser ouvert la porte du frigo trop longtemps, nettoyer la grille derrière, mettre le lave-vaisselle en mode éco. Voilà, tout ça, c'est des choses qui permettent de réduire la consommation d'énergie due à l'utilisation de l'appareil. Et au niveau donc, des solutions low-tech, là, on a des exemples. Alors, c'est des choses qu'on a expérimentées au sein de l'association. Et donc, voilà, on peut très bien utiliser le soleil à la belle saison pour faire de la stérilisation, pour cuisiner. Ça marche très bien. Dès le mois de mars, on arrive à cuisiner au soleil. Et donc là, vous avez des exemples de différents plats qui ont été réalisés. Donc là, sur les, on va dire, en fin d'année dernière, et puis là, au printemps, quoi. Et en complément du four solaire, donc le four solaire, il permet d'utiliser directement l'énergie du soleil sans aucun apport d'autre énergie, et la marmite norvégienne peut venir en complément. Donc la marmite norvégienne, c'est un système de caisse isolée qui va permettre en fait de prolonger la cuisson, mais sans consommer d'énergie. Par exemple, si vous utilisez le four solaire et que c'est le soir, le soleil se couche, vous pouvez très bien mettre votre plat dans une caisse isolée et la cuisson va continuer. Donc c'est une méthode qui s'utilise aussi avec n'importe quel autre mode de cuisson, puisqu'il permet d'économiser, ça permet d'économiser du gaz et l'électricité, surtout pour des plats qui cuisent longtemps. Voilà. Alors on a aussi l'exemple du Low-Tech Lab qui a créé le multicuiseur solaire qui fait à la fois séchoir solaire, marmite norvégienne et four solaire. N'hésitez pas à aller voir sur leur site, il y a tous les plans open source. Et là, vous avez aussi un petit tableau qui montre, voilà, au bout du nombre d'heures qui est indiqué,
on atteint 65 degrés dans la caisson, c'est-à-dire que si jamais on fait bouillir une marmite sur le feu, on la met dans le caisson, bon, elle est à peu près à je sais pas combien de degrés, enfin ça bout, on met dedans, on enveloppe et voilà, parfois au bout de 4 heures, 7 heures, voilà, on est encore à une température très chaude en fait. Donc c'est vraiment très efficace la marque norvégienne. Après, il y a différents modèles, on va éviter d'avoir du volume inutile, on va bien isoler, etc. Donc à retenir, l'énergie solaire dans le Nord, c'est performant, pertinent. On peut cuisiner grâce à l'énergie solaire. Comme on l'a déjà dit, c'est une filière dynamique, innovante. Il y a plein de choses qui s'inventent encore. Et là, le texte, c'est une technique sobre qui facilite l'appropriation de cette énergie solaire. Donc, je vais reprendre la suite. Donc maintenant, on va voir les aspects sur le dernier poste. On a vu transport, chauffage, cuisson, eau chaude sanitaire. Et le dernier, c'est électricité spécifique. Donc à nouveau, un petit sondage à chaque fois en préambule. Quelle est la sobriété du sèche-linge? Donc une température plus basse, un cycle plus court. Remplacer son vieil appareil par un plus récent. Le fil à linge, réponse C, ou vivre nu, en petit clin d'œil. Juste montrer qu'on peut faire de la sobriété, mais pas jusqu'au bout. Le fil à linge, c'est la sobriété entendable. Pour ceux qui sont adeptes du naturisme, vivre nu est une possibilité, mais voilà, c'était juste pour vous faire sourire. Mais on peut effectivement, on peut toujours trouver plus sobre que soi, mais dans ce qui est le plus acceptable, tout simplement utiliser l'air, le vent, le soleil pour faire sécher son linge. Le sèche-linge n'est peut-être pas indispensable pour tout le monde. Remplacer son vieil appareil, c'est plutôt de l'efficacité, et une température plus basse de cycle ou un cycle court, c'est effectivement une sobriété d'usage. Ensuite, deuxième question, quelle est la sobriété de l'aspirateur? Donc effectivement, l'aspirateur, vous pouvez vous douter que le balai, c'est l'action la plus sobre de l'aspirateur. Nettoyer les filtres, c'est plutôt une approche d'usage. Ne plus salir, ça serait le rêve, mais malheureusement, le ménage, c'est quelque chose qu'il faut faire. Donc, on l'a vu en petit clin d'œil des illustrations. Sécher son linge, c'est suffisamment performant. Encore faut-il accepter que ça soit peut-être plus lent et pas forcément tous les jours aussi facile, surtout dans le Nord. Et une autre notion quand même qu'on va voir après, c'est pas confondre puissance et performance. On peut avoir tout un tas d'équipements attractifs et vendus comme étant des puissances attractives, mais en réalité, c'est pas ce qui prime, et c'est même peut-être parfois une problématique d'avoir des appels de puissance trop élevés dans sa consommation d'énergie, si on veut pouvoir le couvrir avec du solaire. Donc là, vous avez une diapo un peu dense, mais qui reprend un peu ce que je vous ai présenté au tout début, c'est-à-dire les consommations d'énergie retrouvées dans le logement, avec le poste principal, la voiture, mais qui ne concerne pas tout le monde, parce que ça reste encore minoritaire pour l'instant. Vous voyez ici que le poste eau chaude, on l'a vu, c'est le second poste le plus important, qui est au même niveau, par exemple, que les gens qui possèdent des piscines ou des chambres froides. Et on a après le chauffe-eau thermodynamique qui répond aux besoins d'eau chaude, qui est le premier poste. On le retrouve ici sur la droite. Et après, vous voyez qu'effectivement, réfrigérateur, congélateur, c'est les consommations moyennes par an observées en France par rapport à un taux d'équipement moyen et un panel d'équipements d'âge moyen. Ensuite, vous avez le poste ventilation, réfrigérateur seul, box internet, routeur, etc. Sur la partie basse, vous avez un peu les catégories qu'on retrouve en termes de niveau de consommation d'énergie moyen. Donc, on retrouve avec l'ordinateur portable tout un tas de petits équipements comme des boulets roulants électriques, adoucisseurs, déshydrateurs, haute aspirante, imprimantes, etc. Suivant ce que vous avez chez vous. Et il est quand même à noter que on peut répondre à des besoins, par exemple, de froid et être déjà plus ou moins sobre ou efficace suivant l'équipement qu'on choisit. Par exemple, le réfrigérateur congélateur américain, il se situe au niveau du poste le plus élevé, c'est-à-dire chauffe-eau thermodynamique.
Le réfrigérateur, congélateur, donc un équipement mixte, pareil, c'est un poste très élevé. On peut très bien passer sur un réfrigérateur seul. Le sèche-linge, effectivement, est assez consommateur, ainsi que le lave-vaisselle. Le lave-linge l'est déjà un peu moins. Comme on l'a vu, c'est des équipements dont on pourrait très bien se passer si on en fait le choix. Ordinateur fixe par rapport à ordinateur portable, vous voyez aussi que on peut, en conservant et en répondant aux mêmes besoins, réduire ses consommations d'énergie. Donc, c'est tout un tas de questions à se poser qui appartient à chacun de le faire, hein, et on n'est pas là pour vous donner des leçons, loin de là le propos. Pour illustrer ça sur les choix, ça c'est une analyse qui a été faite sur quels sont les équipements que les ménages possèdent en moyenne. 80% des gens possèdent un smartphone, un lave-linge, une table de cuisson, une télé, un réfrigérateur. Mais finalement, au moins 50% des gens possèdent, excusez-moi, je passe la diapo, des congélateurs, sèche-cheveux, bouilloire, imprimante. C'est les équipements qu'on rencontre le moins souvent, qui sont pas les plus répandus. Ou après, voilà, un appareil à raclette, un décodeur TV, ou même un aspirateur. Voilà, c'est pas. Donc, il appartient à chacun effectivement de pouvoir se poser ces questions-là. Stéphanie vous a présenté. On pourrait vous faire l'inventaire de tous les éco-gestes, mais c'est pas le propos. Nous, on est plutôt pour questionner un peu le taux d'équipement, les usages, leur performance. Après, derrière, effectivement, dans la durée, dans l'utilisation, vous avez tout un tas de ressources documentaires faites par l'ADEME qui vous précisent les 100 éco-gestes que vous pourriez faire dans l'entretien de vos équipements, etc., et qui restent très intéressants pour la durabilité et la réduction des consommations. Et donc là, ici, vous avez une autre diapo qui compare le profil moyen des ménages hors chauffage et eau chaude. En moyenne, un foyer français consomme 2418 kWh par an. Il possède effectivement tout un tas d'équipements dont on vient de voir à l'instant sur la précédente diapo. Vous pouvez avoir des ménages très sobres qui là vont avoir un taux d'équipement très réduit. Ils vont avoir une glacière 12 volts, ils vont avoir une machine à laver, et peut-être pas d'ordinateur, etc. Peut-être pas de télé. Et puis après, des gens qui sont quand même attentifs et économes qui se situent autour de 1050 kWh. Donc entre 200, 1050 ou 2418, c'est un peu le grand écart, mais vous voyez que on peut observer, ne serait-ce que par le taux d'équipement et les usages, une très grande différence de consommation d'énergie. Et donc, vous avez sur la droite une équivalence de la production solaire et du nombre de panneaux qu'il faudrait pour ne serait-ce que couvrir l'équivalent du besoin. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez les couvrir. Évidemment, les consommations de nuit ne peuvent pas être couvertes. Mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. Donc, finalement, quelqu'un de très sobre n'aurait même un panneau il serait en surproduction. Il couvrirait plus que ses besoins. Une famille économe, 2 panneaux pourraient suffire. Et le ménage moyen français, excusez-moi, je suis fatigué. Le ménage français moyen aurait lui besoin de l'équivalent de 5 panneaux solaires de 500 watts crête, soit la production moyenne en moyenne de 2500 kWh. Donc, ce qu'il faut retenir de cette séquence, c'est effectivement réduire avant de produire, connaître et évaluer son niveau d'équipement, ses consommations, substituer des équipements à usage par d'autres moyens plus sobres, remplacer des équipements les plus grands ou plus anciens. On peut aussi réduire le volume, par exemple, d'un frigo, d'un congélateur, ou veiller à les remplacer quand ils sont trop vieux, et être attentif effectivement dans les usages, réduire l'éveil, l'entretien, etc. Maintenant, on va rentrer un peu plus sur comment on va regarder les profils avec la consommation avec la production solaire. Donc, à nouveau, un petit sondage. Quels sont les appareils qui fonctionnent en permanence? Donc, réponse A, VMC, B, réfrigérateur, C, box Internet, D, chaudière électrique. La plupart des équipements sont des équipements qui fonctionnent en permanence. Le réfrigérateur, on peut pas forcément le débrancher. La VMC, c'est pas recommandé. Une chaudière, en période de chauffage, c'est nécessaire. Par contre, une box Internet, on peut la débrancher, c'est pas gênant. La nuit, vous pouvez mettre une horloge pour la programmer ou la débrancher tout simplement. Quels sont ceux qui sont programmables? Réponse A, lave-linge, B, cumulus électrique, C, VMC.
Voilà, donc effectivement, le lave-linge, c'est bien connu. Le cumulus électrique aussi, on peut programmer en heure creuse, heure pleine. On peut le déclencher en marche forcée. La VMC, effectivement, c'est censé fonctionner en permanence pour l'aspect sain du logement. Donc, un rappel sur la production solaire. Vous avez sur ici une année de production solaire de janvier à décembre avec la production solaire, effectivement, sur les 6 mois estivaux de l'année, la production est la plus... les 2 tiers sont réalisés sur cette période. Si on compare ici en bleu, rouge, jaune, vous avez Paris, Lille, Montpellier. Effectivement, Lille a une production qui reste attractive. C'est des installations qu'on est allé chercher sur la base de données BDPV. Et donc, effectivement, on a, même si on a un ensoleillement moindre, pour autant, c'est la lumière qui fait fonctionner le solaire. Sur la droite, vous avez le profil type d'une production solaire sur une journée, une production en cloche avec le lever et le coucher du soleil. Si on regarde maintenant les profils de consommation d'électricité, vous avez un adulte actif, il se lève le matin, il a recours à des équipements électriques, il est absent la journée, et hop, le soir, il rentre à nouveau cuisine et autres usages, éclairage, etc. Un couple avec enfant, peut-être une présence un peu plus tôt dans le logement. Et retraité, vous voyez, une présence plus constante avec les moments de cuisine ou de repas, etc. Et donc un profil de consommation plus important et un talon plus élevé. Et donc, il y a une variabilité semaine, week-end, il y a des périodes de vacances, il y a des approches saisonnières. Donc, la composition de foyer, c'est autant de choses qui rentrent en ligne de compte dans l'analyse des profils. Ce qui fait qu'on ne peut pas forcément faire des généralités sur le taux d'autoconsommation. Pour autant, donc là, on a sur le même graphique la production solaire et le profil de consommation d'électricité ici, donc plutôt une famille qui travaille et absente la journée, avec pic du matin, pic du soir. Et on a quand même des repères. On estime que le talon de consommation ici de 200 watts, eh bien, pour dire qu'on s'équiperait en panneaux solaires, ne serait-ce que pour couvrir que ses besoins en autoconsommation totale du talon, eh ben, on estime qu'il faudrait une puissance à 3 fois le talon. Donc 600 watts, c'est-à-dire à peu près un panneau de 500 watts crête. Et donc là, vous pouvez vous dire effectivement que en faisant un calcul comme ça basique, on retombe toujours à peu près sur un ordre d'idée de une autoconsommation totale 100%. Eh bien, c'est 3 fois le talon. C'est un repère. Dans les usages de l'électricité, effectivement, il y a des pics. C'est ce qu'on appelle les usages ponctuels liés à des équipements de forte puissance, type machine à laver, four, etc. Donc on peut réduire ces pics en ayant recours, par exemple, à une bouilloire de 1000 watts plutôt de 1500 watts. Et on peut aussi déplacer l'usage de ces pics. Programmer le lave-vaisselle, le lave-linge en milieu de journée, par exemple. Et il y a des appareils qui fonctionnent, comme on l'a vu, en permanence. Vous les avez cités tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle le talon. Donc on peut réduire ce talon en coupant les veilles, etc. Ça, c'est la première chose à faire. Lorsqu'on met effectivement... donc là, on compare deux profils de consommation... deux profils de production solaire, l'un avec 2 panneaux à gauche et l'autre une installation complète avec ici 10 panneaux. Vous avez le même profil de consommation d'électricité et vous avez donc en fait en bleu c'est la consommation d'électricité, en jaune c'est la production solaire, en orange c'est le croisement des deux courbes en surplus et donc si vous mettez que 1 ou 2 panneaux, vous allez avoir très peu de surplus. Et par contre, si vous mettez une installation complète, vous allez avoir beaucoup plus de surplus, mais vous allez couvrir aussi une part plus importante de votre consommation d'électricité. Et donc, lorsqu'on a une installation de petite taille, on va avoir un taux d'autoconsommation très élevé, c'est-à-dire on va autoconsommer 80 à 90, 100% de son électricité produite. Mais on va avoir un taux de couverture, on parle de taux d'autoproduction, qui va être réduit parce qu'on va couvrir que peut-être 10 à 20% de la consommation d'électricité globale du logement.
À l'inverse, si on met plus de panneaux, le taux d'autoconsommation s'effondre parce qu'on va avoir beaucoup de production en surplus injectée sur le réseau, et par contre un taux d'autoproduction plus élevé parce qu'on va couvrir une part plus importante du profil. C'est ce qu'on a ici en jeu. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, la production autant que la consommation sont variables au quotidien, mais prévisibles. On peut avoir accès à son suivi de consommation d'électricité via son compteur Linky ou son fournisseur d'énergie. On a des appareils qui fonctionnent en permanence, d'autres ponctuellement. Il est possible de synchroniser consommation d'énergie et production par une attention, par une commande, par un pilotage. On peut couvrir une bonne partie des besoins grâce à l'autoconsommation. Mais l'autoconsommation, ça ne suffit pas l'autonomie, parce qu'effectivement, la nuit, il n'y a pas de production solaire, et sans stockage, on ne peut pas les couvrir. Donc là, maintenant, on va comparer 3 profils de consommateurs. Donc vous avez un foyer très sobre, c'est la première ligne du tableau et les graphiques associés. Donc un foyer très sobre, c'est une petite maison de 3 personnes, chauffage au bois, eau chaude et cuisson au gaz, frigo, machine à laver, pas d'autres équipements majeurs électriques. Une consommation annuelle de 700 kWh. Sur 20 ans, c'est une facture d'énergie globale d'un peu moins de 5 000 €. Vous voyez ici le profil type d'une journée, un talon très bas, proche de 0, et des pics, par exemple au moment de la cuisson au four ou d'autres équipements électriques. La production sur l'année, elle est répartie comme cela. On voit des périodes d'absence, de vacances, etc. On voit qu'on a un talon très bas et beaucoup de pics. Du coup, ça donne quelque chose d'assez saccadé. Et on a effectivement, on dépasse jamais les 2 ici kilowattheures. Le foyer classique, 5 personnes, chauffage et eau chaude au gaz, a un taux d'équipement moyen. Sur 20 ans, c'est 23 000 € de dépenses consacrées par le ménage sur l'énergie en général. C'est tout compris, chauffage, eau chaude, cuisson, etc. Alors, on l'a pas dit, le foyer très sobre, il y a une maison très isolée. Donc, effectivement, des factures d'énergie très basses et le bois est moins cher. Donc là, on a un talon un peu plus haut. Et on a effectivement du coup un graphique qui est plus dense visuellement en vert ici, avec une période d'absence l'été, en août, assez marquée. Le foyer retraité, 2 personnes, tout électrique plus poêle à granulés, eau chaude électrique, beaucoup d'équipements, cave à vin, four à micro-ondes, lave-linge, congélateur, etc. 9 000 kWh à l'année, un budget sur 20 ans de 62 000 € d'énergie. Donc là, on a un talon plus haut. On a moins de pics très élevés puisqu'on a une présence un peu plus en continu. Et vous voyez ici, on a un talon très haut. Le talon, il est à 2 kWh, là où le sobre est à proche de 0, inférieur à 0,5. Voilà. Sur cette base, on compare les 3 profils. Donc, si on part sur une hypothèse que le coût du kilowattheure facturé par un fournisseur est de 21 centimes, que chaque année, l'électricité va augmenter de 5% par an, que l'installation solaire qu'on va poser dans le logement va produire 1000 kWh par an. Avec 4 installations, on va comparer pour chaque profil quelle est un peu la rentabilité. Donc un kit de 400 watts crête, à peu près 300 €. Une installation de 3 kW crête installée par une entreprise RGE, c'est 6 000 €. Donc ça permet de vendre le surplus en obligation d'achat, actuellement à 4 centimes. Une installation de 3 kW crête en autoconstruction à 2500 €, sauf que là, le surplus, on peut pas le valoriser économiquement en obligation d'achat. On peut trouver un opérateur, on va le voir, autre que EDF. Et une installation de 6 kWh RGE à 11 000 €. Et donc, vous avez un tableau ici qui compare. Donc, vous avez le foyer très sobre, le foyer classique, le foyer retraité. Son taux d'autoconsommation, son budget électrique sur 20 ans, y compris l'investissement dans l'équipement solaire. Donc, si on remet ici la ligne classique sans solaire, c'est la situation actuelle. Le ménage sobre, 5 000 € de budget d'énergie, 23 000 pour le moyen, 62 000 pour le retraité. S'il met un kit de 400 watts crête, il va avoir un taux d'autoconsommation que de 43%, parce qu'il a déjà beaucoup de surplus en ayant un talon très bas. Et il va avoir un budget électrique quand même diminué de à peu près 800 €.
liées à la production solaire de son kit solaire de un seul panneau. Le foyer classique, lui, va avoir un taux d'autoconsommation plus élevé, et donc avec un même panneau, il va réduire de plus de 2500 € sa facture d'électricité. Et le taux de consommation de la foyer retraité, c'est quasiment proche de 100%. Donc là, on a effectivement, plus on est consommateur et on a une petite installation, plus on va la valoriser économiquement par l'autoconsommation, puisqu'on autoconsomme le maximum de l'électricité. Si on fait appel à une entreprise RGE, 3 kg, bon bah là, on a un taux d'autoconsommation qui s'effondre parce qu'on a une installation plus grande, mais elle reste très élevée évidemment pour les profils qui consomment le plus d'électricité. Et vous voyez comme ça les gains qui sont plus ou moins attractifs, c'est-à-dire que plus on est sobre, moins il est intéressant de mettre une installation de grande taille, dès lors que le surplus n'est pas valorisé. Et l'autoconstruction ressort assez bien désormais, où en fait, quand on fait une installation pour soi-même, bah évidemment, on a un coût d'investissement moindre, et du fait d'un achat de surplus actuellement à 4 centimes qui a été revu à la baisse, eh bien l'autoconstruction devient plus attractive pour des grandes installations. Voilà. Donc c'est une ébauche, une approche économique. Et vous voyez quand même la 6 kW crête posée par une entreprise RGE. Bah, quand on est effectivement gros consommateur d'électricité, qu'on a beaucoup d'équipements, etc., eh bien ça reste attractif de mettre une installation de plus grande taille. Donc, d'un point de vue économique, la sobriété prime sur la productivité. Ça restera toujours plus attractif. Les budgets énergie, vous les avez vus, entre 5 000 ou 60 000 sur 20 ans. Vous avez tout intérêt à d'abord à vous intéresser à ce volet de réduction des consommations. La réglementation actuelle favorise économiquement l'autoconsommation et le dimensionnement ajusté à son profil. C'est-à-dire que le consommateur sobre vaut mieux, donc au petit ménage, vaut mieux mettre un kit solaire, un consommateur ou une famille nombreuse, plutôt une installation classique, avec un dimensionnement bien étudié. L'autoconstruction est effectivement plus attractive, quelle que soit l'installation, du fait d'un tarif d'achat de surplus actuellement qui a été revu à la baisse à 4 centimes depuis le 28 mars, suite au changement de cas réglementaire. Donc ces enseignements-là, vous auriez suivi le webinaire qu'on a fait à peu près à l'identique en novembre dernier, on n'était plus du tout sur les mêmes conclusions d'un point de vue économique parce que le surplus était rémunéré au-delà de 12 centimes. Donc ça rendait plus intéressant dans tous les cas de mettre beaucoup plus de panneaux solaires, quel que soit le profil. Alors bien évidemment, on peut optimiser l'autoproduction techniquement et économiquement. C'est l'avant-dernier volet. On a bientôt fini. Je vais repasser la parole à Stéphanie. Alors, donc, c'est la suite logique de l'analyse des profils de consommation. Voilà. Pour optimiser l'autoconsommation, on va essayer de piloter son installation ou de s'équiper pour essayer d'avoir un meilleur taux et du coup rentabiliser au mieux son installation solaire photovoltaïque. Donc, vous avez un petit schéma là, très bien fait qui montre voilà, le taux d'autoconsommation en fonction des équipements qu'on a. Donc, si on est en installation avec des équipements classiques, si on a une batterie, si on a un cumulus, si on utilise un véhicule électrique, forcément, on va augmenter notre taux d'autoconsommation en ajoutant tous ces équipements. Voilà. Bon, il faut quand même s'interroger d'abord sur ce qu'on a pour essayer de mettre le moins de panneaux possible, hein, parce que les panneaux photovoltaïques, c'est quand même de la matière première, c'est quand même, il y a quand même des enjeux de production derrière, donc on va quand même d'abord s'interroger sur ces consommations. Et donc, pour optimiser son autoconsommation, une des très bonnes solutions quand on est équipé d'un cumulus électrique, c'est d'utiliser un système de routage qui est en fait un appareil qui va permettre de renvoyer le surplus de production dans le cumulus. Donc, ce qui fait qu'on va chauffer son eau avec le surplus, donc on va avoir un taux d'autoconsommation qui va être nettement meilleur. Voilà, sur des exemples concrets, on a vu des taux d'autoconsommation qui passent à plus de 90% sur des installations qui ne sont pas surdimensionnées, bien sûr, grâce à des systèmes de routage. Donc, bon, c'est ce qu'on voit sur les courbes.
Ensuite, on peut aussi trouver d'autres solutions pour valoriser son surplus. Parce que bon, parfois, on a beau optimiser son autoconsommation, il nous reste encore du surplus et on a envie d'en faire quelque chose. Donc, on peut soit le vendre à EDF-OA si on n'a pas encore eu de contrat commercial avec un autre acheteur. Donc, ça, c'est dans le cadre de l'obligation d'achat à 4 centimes, comme on en a parlé juste avant. On peut aussi trouver d'autres fournisseurs. Aujourd'hui, il y a même des fournisseurs d'énergie, des fournisseurs de kits solaires, voilà, il y a plein d'offres aujourd'hui qui existent pour racheter l'électricité, en faisant attention parce que, contrairement à EDF, on n'est pas sur des contrats longue durée. Donc, voilà, ça peut très bien s'arrêter très rapidement et du coup, vous n'avez pas de garantie sur le long terme. Vous pouvez stocker aussi sur une batterie virtuelle. Donc ça, on a mis stocker entre guillemets parce que c'est quelque chose de très abstrait et en vérité, c'est pas l'électricité renouvelable que vous consommez. Hein. Vous consommez une électricité qui est déphasée par rapport à votre production. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir stocker sa production d'été pour l'avoir en hiver. Il faut faire attention parce qu'on a des offres qui sont quand même parfois à des tarifs pas très avantageux. Surtout si on veut pouvoir stocker beaucoup ou conserver longtemps l'électricité, c'est pas toujours intéressant. Donc, il faut bien faire une bonne analyse économique avant de se lancer. Vous pouvez aussi injecter gratuitement votre électricité sur le réseau du moment que votre installation ne dépasse pas 3 kW de puissance. Donc, à condition de mettre en place un contrat avec Enedis. Et il y a aussi les AMEP qui sont, alors ça c'est d'autres, il y a aussi les solutions, alors, ce qu'on appelle l'autoconsommation collective, moi je mets les deux ensemble, l'idée c'est de pouvoir partager son électricité avec ses voisins ou avec un commerçant à côté ou autre, selon la quantité produite. Et donc le système des AMEP, c'est je donne mon électricité à mes voisins et donc ça va être déduit de leur facture via les échanges qu'il y a avec Enedis. Et l'autoconsommation collective, c'est pareil, c'est une entité, une structure juridique, ça peut être une association ou autre, qui va gérer en fait un lien entre Enedis et des producteurs et des consommateurs. Les données sont transmises à Enedis et donc l'électricité peut être déduite des factures des consommateurs. Ensuite, alors une autre solution, c'est de stocker son énergie en stockage physique. Donc le système le système le plus classique, hein, c'est la batterie chimique, donc qui permet, on revoit ce petit graphique avec les pourcentages. Avec une batterie, déjà, on peut passer de 50 à 65% d'autoconsommation. En stockant, en fait, l'idée, c'est de pouvoir stocker son surplus de la journée pour pouvoir le réutiliser la nuit. Et éventuellement, alors une des solutions qui est vraiment très efficace, c'est d'utiliser la batterie du véhicule électrique, puisque aujourd'hui, avec la voiture électrique qui est en plein essor, plutôt que de s'équiper d'une batterie supplémentaire chez soi, si on a l'intention d'acheter un véhicule électrique, c'est l'occasion d'utiliser cette batterie. Et pareil, toutes les batteries que vous avez chez vous. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'appareils qui fonctionnent sur batterie. On a parlé des vélos, on a les trottinettes électriques, on a les aspirateurs. Bref, on a des tas d'appareils aujourd'hui qui fonctionnent sur batterie. Donc, vraiment, chargez-les au moment où il y a du solaire pour augmenter votre taux d'autoconsommation. Et donc, au niveau des batteries, on a différentes catégories. Alors ça, c'en est un échantillon parce qu'il en existe énormément des batteries. C'est pareil, c'est une filière qui est en sans cesse évolution. Il y a des tas de recherches qui sont en cours. En gros, ce qu'il faut regarder sur une batterie, c'est qu'elle a des cycles de charge. Et donc, en fonction de son nombre de cycles de charge, elle va s'user plus ou moins vite. Elle a aussi une capacité de décharge qu'il faut respecter, c'est-à-dire qu'elle a un pourcentage de charge dans lequel, une fourchette dans laquelle il vaut mieux qu'elle reste parce que sinon elle risque de se dégrader plus vite que prévu. Actuellement, là, c'est les lithium fer phosphate qui sont les plus courantes. On a les sodium-ion qui sont en plein développement. Et donc, en gros, on va reparler des coûts après, mais voilà, on compte 100 € par kilowattheure à 800 € par kilowattheure selon le mode d'installation de la batterie. Il faut bien avoir en tête que ça nécessite l'installation d'un onduleur hybride ou alors, si c'est des micro-onduleurs, de convertisseurs-chargeurs en complément pour pouvoir transférer l'électricité dans la batterie. Au niveau, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord regarder les besoins, étudier ces besoins. Ensuite, on va
regarder la quantité d'électricité qu'on doit stocker sur batterie, et en fonction de ça, on va dimensionner l'installation photovoltaïque. Et pour dimensionner l'installation photovoltaïque, on va imaginer le jour le plus consommateur en hiver, qui est aussi le moins productif, et on va se dire qu'il faut réussir à produire suffisamment pour réussir à avoir son énergie, au moins pour la nuit, en plus de la consommation de la journée. Donc là, on sait qu'en dimensionnant comme ça, de toute façon, quand on veut faire de l'autonomie, on va surdimensionner et on aura énormément de surplus en été. Parce qu'on a toujours plus de consommation en hiver. Sinon, ça implique de réduire fortement sa consommation en hiver, mais vraiment très drastiquement. Et donc là, on vous a mis un comparatif de 3 installations avec batterie. Donc c'est des installations. Alors on a eu un témoignage d'un adhérent. On a une installation avec un professionnel RGE, un devis qu'on a eu dans notre base de données, et un exemple de kit. Voilà, on peut trouver en ligne en faisant une recherche rapide. On trouve facilement des kits. Donc en gros, ce qu'on voit, c'est que bon, actuellement, alors quand on voit l'installation en juin 2024, elle est un petit peu plus chère que le kit en avril 2025. Bon, en même temps, alors on est à peu près sur la même puissance de panneau, on est sur le même niveau de stockage de batterie. Les prix, en fait, ils baissent très rapidement. Voilà. Donc la différence, elle est sans doute due tout simplement à la baisse des prix depuis juin 2024, puisque ça fait presque un an. Et donc le prix au kilowatt, on vous a mis le prix au watt-crête installé et le prix au kilowattheure de stockage installé. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est que là, c'est le kit qui reste le plus compétitif au niveau du prix. Le prix au kilowattheure de stockage aussi. Par contre, il faut quand même maîtriser un peu le sujet de la batterie. Alors, si on achète un kit, c'est tout prêt, c'est assez facile. Par contre, si on veut installer soi-même en achetant les différents équipements à part, c'est quand même plus prudent de faire appel à un professionnel. Et ensuite, alors il y a l'impact environnemental des batteries qu'il faut prendre en compte, parce que bon, stocker son énergie c'est bien, mais il y a quand même des ressources minières qui sont nécessaires à la fabrication de ces batteries. On a un taux de recyclage des batteries qui est très faible, on est à moins de la moitié des objectifs. Donc voilà, on a quand même beaucoup de pollution due à ça. Donc regardez aussi donc ce qu'il faut faire, c'est essayer de maintenir la durée de vie de la batterie la plus longue possible pour éviter tout simplement ces consommations de matières premières et de minerais. Voilà, donc limiter la quantité et limiter l'usure, donc en faisant attention au seuil de décharge, en stockant dans un local qui est adapté et surtout en ne surdimensionnant pas son installation. On va vraiment essayer d'être au plus près des besoins. On a quand même la chance d'avoir l'accès à un réseau électrique donc, pour les appoints. Donc, voilà. Et une autre solution de stockage en utilisant l'énergie, c'est le stockage alimentaire. Donc c'est une autre solution de transposer votre production d'énergie à un autre moment. Alors, on le voit par exemple avec la stérilisation avec un four solaire. On va utiliser l'énergie du soleil en été pour pouvoir avoir de la soupe en hiver. On va déshydrater des aliments pour pouvoir les manger aussi à la saison plus froide. Ça permet en fait de faire de la conservation et de reporter à plus tard l'utilisation de l'énergie en quelque sorte. Et voilà, on a ce graphique qui est très démonstratif en fait. Voilà combien on a, combien coûte en fait la quantité d'énergie dans différentes matières. Bon, ce qu'on voit, c'est que la batterie lithium, elle est moins chère, mais elle est plus chère. Et ce qui est moins cher, c'est le pain d'épices par rapport à la calorie absorbable. Le pain d'épices, il peut vous fournir une énergie à votre corps qui va être beaucoup moins chère que l'énergie qu'on veut utiliser pour se chauffer ou pour faire fonctionner ces équipements. Et donc, ce qu'on peut retenir, c'est qu'on ne peut pas couvrir ces consommations de nuit avec le photovoltaïque si on n'utilise pas des systèmes de stockage sur batterie.
On peut quand même couvrir jusqu'à 50% de ses besoins en électricité, hein, sans stockage. C'est un secteur innovant dont les coûts diminuent chaque année. L'impact environnemental, il n'est pas neutre, hein, il est bien ça en tête. La recherche d'autonomie avec batterie chimique, ça nécessite de réduire énormément ses besoins en énergie. Et on peut se constituer une réserve énergétique alimentaire grâce au solaire. Voilà, pour information, donc vous pouvez nous reprendre rendez-vous avec nous pour du conseil personnalisé, vous pouvez nous contacter et vous avez aussi possibilité, avec la Maison de l'Habitat Durable et tous les services autour de Amélio, d'avoir des conseils sur votre habitat, sur la rénovation, sur les économies d'énergie. Donc, vraiment, si vous avez un projet global, voilà, vous savez que vous pouvez faire appel à nous. C'est un service accessible pour tous les métropolitains et puis même, alors tous les métropolitains pour la Maison de l'Habitat Durable et tous les habitants de la région pour les questions sur le solaire et notre accompagnement. Après, vous avez des conseillers France Rénov sur toute la région, mais qui ne seront pas forcément à la Maison de l'Habitat Durable et qui ne seront pas forcément liés au réseau Amélio. Voilà, merci de votre attention. Vous aurez quelques annexes dans la présentation. Et là, si vous avez des questions,